tiens à vous remercier pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous et de discuter d'une thématique qui est intéressante, qui est le stress oxydatif. Alors, on entend tous le stress, on est tous stressés en fait de nos jours. Nos enfants sont stressés. Et en fait, on va voir un petit peu à l'étage un peu plus microscopique, cellulaire, ce que veut dire le stress oxydatif et son impact sur la physiopathologie et puis surtout l'interaction entre la nutrition et le stress oxydatif et comment faire pour pouvoir combattre ce stress oxydatif. Alors, on va discuter interaction entre alimentation et immunité, comment adapter au mieux son alimentation pour améliorer notre immunité et l'implication du stress justement sur l'immunité et l'intérêt de l'immunonutrition dans les pathologies aiguës et chroniques. Alors, vous savez que la nutrition a une interaction bidirectionnelle et surtout une relation complexe entre nutrition et immunité. On sait tous que quand on est malade, on va avoir des aliments qu'on doit peut-être privilégier pour améliorer notre immunité. Et quand on a moins, on va dire, notre immunité est plus faible, ben on va avoir plus de maladies. Et en fin de compte, on va voir que la relation entre l'immunité et la nutrition est vraiment bidirectionnelle. Alors, vous savez que tout ce qui va interagir dans la cellule, les protéines, l'énergie, les oligo-éléments et les vitamines, et en fin de compte pour faire des réactions cellulaires normales qui sont la division cellulaire, l'activation cellulaire et la synthèse protéique et l'activité enzymatique. En fin de compte, tout cela va interagir dans la pathologie infectieuse de manière très importante. Dans l'infection, on va avoir une altération de l'immunité et donc une susceptibilité plus importante aux infections lors des dénutritions et des carences. Quand on est carencé en vitamines, quand on est malnutri, quand on est dénutri, on va avoir plus d'infections et plus facilement malade. Et puis l'activation du système immunitaire va donner un état inflammatoire très puissant et production, vous allez voir, de médiateurs et de cytokines qui vont elles aussi interagir sur l'immunité. Alors juste un exemple très important, quand vous avez l'état nutritionnel va altérer la réponse immunitaire. On l'a vu pendant la Covid-19 par exemple, les gens qui étaient dénutris avaient plus de risques de sepsis sévère et d'hospitalisation pour des infections plus importantes que les patients qui n'étaient pas dénutris. Donc, on sait que, par exemple, regardez ici en vert, les patients dénutris, ben, ils ont plus de risques d'avoir des infections et d'avoir surtout des altérations et diminution des populations lymphocytaires. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes d'immunité et nutrition? Alors, vous voyez que les oligo-éléments, les cytokines qui vont réagir dans une réaction inflammatoire sont tellement importantes. Alors, vous avez tout ce qui est interleukine, TNF-alpha. Vous avez également tout ce qui va être vitamines et donc antioxydants, notamment la vitamine A, notamment les acides gras. Et tout cela, c'est dans notre nutrition qu'on va les puiser. Vous allez avoir également tout ce qui va être acides aminés, notamment glutamine, lutéine. Vous allez avoir des hormones comme la leptine, qui est l'hormone de la faim. Et puis, vous allez avoir également tout ce qui va être nutriments qui vont agir dans une réaction inflammatoire. Alors, si vous voyez un petit peu ce qui se passe lors d'une infection, vous allez avoir, quand on a de la fièvre, par exemple, ou dans une grippe, tout simplement, vous allez avoir une augmentation de cytokines. Et ces cytokines vont avoir un effet qui va être anorexigène. Par exemple, quand vous allez produire de l'interleukine, du TNF, vous allez avoir moins faim. Et c'est pour ça qu'on a cette anorexie qui est importante lors d'une fièvre ou là, lors d'une infection virale, quelle qu'elle soit. On va avoir aussi une protéolyse et c'est pour ça qu'on a des courbatures. Et donc, on va avoir des douleurs musculaires. Vous allez avoir aussi une synthèse protéique d'interleukine et de TNF qui se fait par le foie. Et puis, vous allez avoir une glycolyse, une néoglucogénèse au niveau hépatique qui va aussi avoir un effet important par le biais de ces cytokines. Donc, en fait, les réactions ou là, les symptômes qu'on va avoir durant une infection sont liés au fait aux cytokines qu'on produit pour se défendre contre cette infection et qui sont importantes dans notre immunité. C'est pour ça parfois qu'il ne faut pas les combattre totalement. Donc, ces prostaglandines, les interleukines, le TNF sont très importantes et cet effet de cytokine va avoir un effet important sur la réaction de l'immunité. Le problème, c'est que quand ces cytokines, on a un orage cytokinique très puissant, on va avoir une inflammation tellement importante que les réactions du sepsis vont être importantes et donc du coup on va avoir des infections plus sévères. Et donc ce qui va faire qu'un patient va réagir
où n'importe quel humain va réagir de manière plus adaptée à une infection, ben c'est son immunité, mais c'est aussi sa nutrition dans ce stress oxydatif. Alors, les modifications au cours de la réponse inflammatoire, ben vous avez également la sécrétion accrue en dehors des TNF et des interleukines du cortisol. Vous connaissez tous le cortisol, c'est l'hormone de stress. On se réveille le matin parce qu'on a une sécrétion de cortisol. On a une surrénale qui nous donne un pic en général au moment du réveil. Et puis ce cortisol va diminuer lors de la journée pour qu'on puisse dormir. D'ailleurs, quand on prescrit des corticoïdes, on leur dit qu'il faut toujours les prendre le matin, jamais le soir, parce que sinon ça va empêcher de dormir. Et cette sécrétion de cortisol va avoir aussi un effet important dans l'adaptation de notre immunité à une infection, sauf que si on a une sécrétion accrue de cortisol, ben ça va entraîner aussi des choses qui vont être délétères pour la santé. Alors la CRP, qui est la protéine inflammatoire, va être augmentée lors de l'infection, le fibrinogène. Alors en termes d'oligoéléments, vous avez le cuivre, le fer, le zinc et le calcium, le fer, le zinc et le calcium qui va diminuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne du zinc lors d'une infection. Et vous allez avoir le cuivre qui va être augmenté. Et puis vous allez avoir le RBP, donc le rétinol, l'albumine et la transférine qui va être diminué. Alors qu'en est-il des antioxydants? Alors c'est quoi les antioxydants? Alors déjà, il faut savoir qu'on est tous, durant toute la journée, exposés à de l'oxydation. L'oxydation, c'est les rayons de soleil, par exemple, les ultraviolets, c'est la pollution qu'on a autour de nous, c'est le stress. Alors ce stress qu'on n'arrive pas à toucher, mais qui fait partie intégrante de notre rituel, de nos quotidiens, et puis la mauvaise alimentation. Quand on parle de mauvaise alimentation, ben, c'est tout ce qui est rajouté dans nos aliments, mais aussi, parfois, ben, c'est vraiment à plus grande échelle, c'est les engrais, c'est tout ce qui va être hormones, etc. Ça va produire des radicaux libres. Ces radicaux libres, ça va oxyder la cellule. Et nos cellules, en fait, au niveau de la membrane cellulaire, ben, en fait, ils essayent d'attaquer, ils essayent de faire un petit bouclier face à ces radicaux libres. Ce bouclier, pardon? Mais d'abord, pour expliquer d'où se vient justement les radicaux libres, c'est par rapport au cycle de Krebs. Bien sûr, parce qu'en fait, quand on a des ultraviolets, etc., ben, ça va stimuler la production des radicaux libres. L'excès de ces radicaux libres va se faire au niveau de la cellule, va avoir un impact négatif sur la cellule. Alors, ces radicaux libres, c'est les extraits, pas que du cycle de Krebs, mais de toutes les réactions enzymatiques qu'on a dans notre corps et au niveau métabolique. Alors, l'H2O2, en fait, c'est ce qui va sortir, en fait, ce qui est le produit fini du cycle, mais pas que du cycle, tous les métabolismes, en fait. Donc, quand on veut faire une réaction enzymatique, quelle qu'elle soit, on va avoir un excès d'O2 qui va avoir tout à fait, qui va s'oxyder et qui va donner l'H2O2, qui est en fait les radicaux libres qui vont être néfastes pour les cellules. Alors, ces cellules, au niveau de la membrane cellulaire, on va avoir justement des choses qui vont nous protéger contre ces radicaux libres. Alors, notamment la vitamine C et la vitamine E sur la membrane cellulaire, qui sont des protecteurs qui vont permettre de diminuer ces radicaux libres. Et en fin de compte, une fois que ces radicaux libres sont éliminés, ben, ils ne vont pas avoir d'impact négatif sur la cellule, mais surtout sur l'ADN cellulaire, qui va être néfaste sur tout ce qui est apoptose cellulaire et donc la création de tout ce qui est dysfonctionnement cellulaire enzymatique, mais structurel aussi. Donc, tout ce qui est augmentation de prolifération cellulaire, de cancer par exemple. Et puis aussi la lutéine et la bêta-carotène qui agissent à l'intérieur de la cellule et qui vont avoir aussi une action néfaste. Alors, qu'est-ce que le stress oxydatif à proprement dit? Alors, c'est un dérèglement de la balance entre radicaux libres et entre antioxydants. C'est-à-dire ces radicaux libres en excès, bonjour, sont avec des antioxydants type vitamine C, vitamine E. Cette balance négative, c'est ce qui va faire que mon stress oxydatif va être plus augmenté. Ces radicaux libres vont être délétères et donc vont altérer la partie structurelle et la partie fonctionnelle. Donc fonctionnelle, c'est le fonctionnement de la cellule, mais aussi la structure de la cellule en termes de prolifération, d'apoptose et bien sûr le noyau, l'ADN qui va être altéré. Et donc cette destruction cellulaire en effet va donner l'anomalie fonctionnelle. Alors qu'est-ce qui va faire que ma cellule va être plus altérée qu'une autre cellule dans un autre organisme?
Et on va parler ici de la glucotoxicité, de la lipotoxicité. Et donc nous, on est très, on va dire, dans notre métier, on voit beaucoup la glucotoxicité et la lipotoxicité. C'est le cas des patients diabétiques et métaboliques, en fait, en général, ou là, des patients en surpoids et obèses. Ces patients vont avoir des excès d'acides gras libres et aussi des excès de produits glyqués. Et en fait, ces produits glyqués, quand je suis en excès de sucre, ou là, en excès de lipides, on est en excès de triglycérides, et donc cet excès qui est toxique pour la cellule, va créer une dysbiose, en fait, un dysfonctionnement de l'environnement de ma cellule. Et si je prends par exemple l'exemple de la cellule pancréatique qui sécrète l'insuline, donc la cellule bêta par exemple, si je la mets dans un environnement toxique, elle va s'altérer beaucoup plus rapidement. Donc il faut imaginer que ce stress oxydatif, dans toutes les cellules, je peux vous donner l'exemple de la thyroïde par exemple. Donc ma thyroïde, elle marche bien, elle fonctionne, elle permet de produire mes hormones thyroïdiennes. Et puis, d'un coup, je vais avoir un stress oxydatif plus important, une auto-immunité également qui peut aussi donner les anticorps qui vont détruire ma cellule thyroïdienne. Et donc, ce stress oxydatif autour de ma cellule, par le tabac, par le stress environnement, par les virus, les bactéries, etc., qui vont être dans notre environnement, vont faire que ma cellule va dysfonctionner et ça va créer l'hypothyroïdie, par exemple. Donc, ça peut donner vraiment des altérations fonctionnelles d'organes. Et bien sûr, si on imagine ça à l'échelle structurelle cellulaire de tous les organes, ça va créer la prolifération cellulaire qui va créer les altérations, les nodules, les polypes, etc., etc. Donc, il faut imaginer vraiment que ce stress oxydatif, c'est à l'origine de tous les dysfonctionnements de la structure cellulaire, de la fonction cellulaire, mais aussi au niveau plus profond, au niveau métabolique. C'est ce qui va créer carrément l'inflammation métabolique qu'on voit dans le surpoids, dans l'obésité, dans le diabète, dans les maladies cardiovasculaires. D'accord ? Et donc, ces anomalies, par exemple, ici, pour le pancréas, la cellule bêta, par exemple, ou les anomalies de cellules musculaires, va faire qu'on a une application très pratique dans le diabète, par exemple. Alors ici, vous avez vu, c'est la relation, et je peux vous donner beaucoup d'articles, mais c'est la relation entre le stress oxydatif et la résistance à l'insuline. Alors c'est à la mode la résistance à l'insuline, vous l'entendez parler, les gens viennent nous voir, bonjour docteur, j'ai la résistance à l'insuline, j'ai trouvé mon problème, je ne perds pas de poids parce que j'ai la résistance à l'insuline. Alors, on n'a pas tort de dire que oui, la résistance à l'insuline, il faut qu'on en parle effectivement, mais il faut comprendre ce qui se passe de cette résistance à l'insuline. Ce n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois. En fait, c'est depuis l'enfance, depuis que nos enfants commencent à manger l'alimentation solide, que ça commence cette insulinorésistance. Et tout ce qu'on a donné donc, à nos enfants pendant des années et des années va faire que le microbiote intestinal va changer, que mon pancréas va sécréter moins, que mon foie va stocker plus, etc., ce qui va créer l'insulinorésistance. Bien sûr, j'entends par là, il y a la génétique et l'épigénétique, qui sont 2 choses importantes également dans ces syndromes métaboliques. Mais clairement, il a été vu, et aujourd'hui, on a énormément de méta-analyses qui montrent que le stress oxydatif est un nouveau target de la résistance à l'insuline. C'est un nouveau target dans les maladies cardiovasculaires, mais aussi dans les complications d'un patient par rapport à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont faire plus de complications que d'autres. Et on ne comprenait pas pourquoi. Leur diabète étant de la même manière équilibré, leur traitement étant bien suivi. Et on va avoir plus de complications. Quand on a fait vraiment des phénotypages de ces patients, on a trouvé que ces patients ont plus de CRP, plus d'inflammation, ont une diminution des oligoéléments, ont une diminution des antioxydants, des acides gras libres. Donc tout ça fait qu'on va avoir plus d'effets dans ces maladies. Et donc vraiment, ce stress oxydatif va avoir un effet très important dans le déclin de la cellule bêta. Et ça, on l'a vu, nous, au niveau cellulaire, quand on fait des études vraiment de recherche cellulaire, et vous voyez les cellules, quand vous les mettez dans un environnement sucré, ou là dans un environnement gras, ou là dans un environnement toxique, vous mettez des oxydants, notamment des choses qui vont augmenter le stress oxydatif de la cellule, qui vont du coup complètement être délétères sur le réticulum endoplasmique, etc. Vous allez voir que les cellules vont avoir moins de réactivité par rapport à la sécrétion d'insuline. Alors ici, justement, c'est ces nouveaux targets qui montrent que les traitements thérapeutiques qu'on donne à nos patients sont peut-être pas suffisants. Et donc, notre alimentation doit être changée.
corriger, mais dès le plus jeune âge. Je pense que c'est un message important pour nos enfants. Nos enfants, on voit de l'obésité vraiment chez les enfants de plus en plus jeunes. Et c'est important. Et c'est que comme ça qu'on pourra vraiment peut-être diminuer les chiffres qui nous attendent, parce qu'ils sont très alarmants. Que ce soit sur l'obésité, vous savez que le 8 mars 2024, on a eu le chiffre de l'obésité mondiale qui est à 1 milliard d'obèses dans le monde. C'est 25% au Maroc. 25% au Maroc, c'est-à-dire une femme sur 4. C'est énorme. Donc, c'est important de pouvoir prévenir tout ça. Alors, justement, quand on prend le diabète ou là, les maladies cardiovasculaires ou là, les maladies métaboliques, je parle de ça parce que ça nous intéresse très au quotidien. Et puis, je pense que vous voyez ça tout le temps, vraiment des patients qui sont dans ces cas-là. Vous voyez que l'hyperglycémie, l'augmentation des produits glyqués, l'augmentation des protéines glyquées vont augmenter les radicaux libres. Et donc, ça va donner du stress oxydatif qui va dysfonctionner l'endothélium. Les complications cardiovasculaires, que ce soit les complications d'infarctus, d'AVC, d'artériopathie oblitérante, ben, ça vient de la dysfonction endothéliale. Et cette dysfonction endothéliale, c'est de l'inflammation liée à ce stress oxydatif. Alors ici, regardez dans la physiopathologie du diabète, il y a vraiment un intérêt intéressant du stress oxydatif. Et quand vous voyez un petit peu dans toutes les complications, dans l'hypertension artérielle, dans les maladies vasculaires, dans la néphropathie, la rétinopathie, la neuropathie, donc même dans la microangiopathie, il y a cette anomalie endothéliale qui fait qu'on va voir des patients qui vont être plus compliqués que d'autres. Et qu'est-ce qui va faire que je peux aider en complément, bien sûr, au traitement usuel, c'est les antioxydants. Donc les antioxydants en termes d'alimentation quand on peut, et c'est bien, et aussi parfois en complément alimentaire. Alors, l'action antioxydante des différents agents thérapeutiques va cibler justement, généralement, cette voie de signalisation entre les radicaux libres et donc tout ce qui va être MAP kinase en fait. Tout ce qui va être stimulation et prolifération des MAP kinases par le biais des VEGF, des EGF, c'est-à-dire des facteurs de croissance. Et les facteurs de croissance vont s'altérer et vont augmenter dans toutes les pathologies, qu'elles soient infectieuses, inflammatoires, mais aussi cancéreuses. Là, regardez les mécanismes du diabète, notamment le risque des stress oxydatifs dans la dysfonction endothéliale. Donc, vous avez compris que l'altération cellulaire induite par l'hyperglycémie, la surproduction d'espèces réactives de l'oxygène, donc des radicaux libres, par conséquent, donc le stress oxydatif, accompagné d'une réponse réduite des antioxydants et d'une altération des voies de réparation de l'ADN, va représenter des mécanismes essentiels dans la physiopathologie du diabète de type 2 et le développement de ces complications tardives, qu'elles soient cardiovasculaires, macroangiopathiques ou microangiopathiques. Les caractéristiques moléculaires et les voies de signalisation vont être aussi dans toutes les autres pathologies associées au diabète, notamment, je prends par exemple la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer qui est en fait un diabète de type 3 aujourd'hui, et on sait que les radicaux libres, mais aussi les glycations protéiques, que les acides gras libres vont avoir une action très importante sur les neurones et donc sur l'action de la maladie, donc sur l'activation de cette maladie d'Alzheimer qui pourrait être donc impliquée. Alors ce stress oxydatif, donc vous l'avez compris, déficit immunitaire, tabac, pollution, traumatisme, hygiène de vie déséquilibrée, vieillissement cellulaire également, le fait que les cellules soient de plus en plus vieilles vont faire qu'elles vont s'altérer également et donc elles vont avoir des mécanismes de défense moindres au stress oxydatif. Quand je vais altérer ma cellule, quand elle va vieillir, ben je vais avoir plus de facilité à ne pas réagir à un stress oxydatif. Et donc plus ma cellule est forte, plus elle est jeune, et donc j'ai peut-être ici, on a parlé des facteurs exogènes, mais n'oublions pas l'activité physique. L'activité physique qui va stimuler donc tous les facteurs de réactivité et de réparation cellulaire par rapport à ce stress oxydatif. Donc en fin de compte, l'hygiène de vie, le lifestyle, c'est important, vous l'avez compris, dans toutes les maladies métaboliques, infectieuses, inflammatoires, mais auto-immunes, totalement, parce que là, je n'ai pas eu le temps, parce que je ne peux pas parler de toutes les pathologies, mais l'auto-immunité, pourquoi aujourd'hui on a des patients qui ont des anticorps positifs qui ne vont jamais faire la maladie et d'autres patients qui vont avoir des anticorps à la limite qui vont faire la maladie? Pourquoi la maladie va être, on va dire, s'exprimer à un moment donné et pas à un autre?
Alors, vous allez voir, nous, par exemple, dans les thyroïdes, on va voir beaucoup d'expressions de maladies pendant des périodes de stress importants. Ça peut être un mariage, ça peut être un deuil. Donc, ça peut être même une forte émotion positive. Ça veut dire que nos cellules ne réagissent pas à ce stress de manière adaptée. C'est l'adaptation. Et cette adaptation, ben, je dois l'aider. Je dois aider ma cellule. Et pour aider ma cellule, c'est le rythme vraiment de vie. Le sommeil est important. Vous savez que la réparation cellulaire se fait avant 22 heures, 23 heures. Le début de la régénérescence cellulaire, c'est à partir de maximum entre 20 heures et 23 heures. Donc les rythmes inversés sont très délétères pour les cellules. Et ça, on le voit. On le voit chez les travailleurs postés, par exemple, nos infirmières, les gens qui font travailler la nuit, les pilotes. Et on voit que leur cortisol est complètement inversé. Ils ont un cortisol bas le matin et un cortisol pic haut. Qu'est-ce qu'ils font? De l'obésité, de syndrome métabolique. Et tout ça, c'est des éléments qui montrent que l'hygiène de vie est importante. Alors, le stress oxydant survient lorsqu'un déséquilibre, vous l'avez compris, se produit. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Les antioxydants présents dans notre alimentation. Alors, on va essayer de voir ensemble quels sont ces antioxydants qu'on doit essayer de manger. Alors, les fruits et les légumes. On va parler de ces fruits et légumes. Alors, les fruits et légumes, les polyphénols, justement, et la vitamine C. Les germes de blé, noix, amandes, huile végétale riches en vitamine E. Les légumes à feuilles vertes, sombres, carottes, tomates, maïs, brocolis sont très riches en caroténoïdes et donc vitamine A. Avec saison. Alors, bien sûr, saison. Alors, je parle bien sûr ici des choses qui sont bien. Alors, si on en rajoute dessus des engrais qui sont des hormones et tout, ça ne devient plus des légumes, ça devient, je ne sais pas, des produits de légumes. On en voit d'ailleurs quand vous faites, aux États-Unis, vous voyez des tomates qui font voilà, des couleurs. Voilà, c'est ça, les fameuses pommes d'ailleurs, Pink Lady, c'était ça, c'était la Pink Lady qui avait été justement l'objet de beaucoup d'études. En fait, ce n'est pas une pomme, c'est très belle, elle est très bonne d'ailleurs, mais ça provoque des maladies. Les épices, riches en terpènes, les viandes, riches en sélénium. Alors le sélénium, c'est très important. Le sélénium est un antioxydant puissant. Et nous, on voit l'intérêt du sélénium énormément dans la thyroïde. Alors, la thyroïde va être vraiment le premier organe lié au stress. D'ailleurs, même dans les médecines chinoises, vous savez que la thyroïde, c'est le premier organe. Si vous vous disputez avec quelqu'un, si vous stressez, la première chose que vous allez ressentir, c'est j'ai une boule. Vous dites, j'ai une boule dans la gorge. En fait, c'est quoi cette boule dans la gorge? La thyroïde va s'inflammer. D'accord? Donc, le premier organe qui répond au stress, c'est la thyroïde. Et donc, cette thyroïde, ça crée beaucoup de dysfonctionnements. Et donc, vous voyez que le sélénium va être un facteur très intéressant pour la thyroïde. Le zinc, bien sûr. Mais alors, tout ça, c'est bien. Mais vous le savez mieux que moi. C'est les doses et la durée. Parce que vous voyez que, voilà, la durée. Parce que quand on voit des patients venir avec un sachet de compléments alimentaires, vous imaginez bien que c'est impossible, si je mets tout ça sur un récepteur cellulaire, d'intégrer tout ça. Je ne parle même pas, bien sûr, de l'absorption au niveau de l'estomac et de l'acidité au niveau de notre estomac, qui fait qu'on ne peut pas tout absorber. Donc, il est très important de connaître les doses, de connaître la manière avec laquelle je vais associer, et puis l'association possible. Il y a des oligo-éléments qu'on ne peut pas associer. D'accord? Bien sûr, tout à fait. Alors, les céréales, les précurseurs de glutathion, et puis, bien sûr, le sulforaphane, on va voir tout ça. Donc, il y a des macronutriments et bien sûr des micronutriments. Les macronutriments, c'est ce qu'on mange dans notre alimentation quotidienne et qui sont importantes, mais encore une fois, de manière saine. Hein. Alors, les glucides, par exemple. Et bien sûr qu'on doit manger des glucides. Les régimes keto sont très néfastes pour la santé. On ne peut pas prendre un régime keto toute notre vie. Mais il faut que les carbs soient complets, à index glycémique bas. Et donc, il faut que, si je prends l'index glycémique d'un pain blanc, c'est 80, pain intégral, 40. Donc, la même quantité pain intégral versus pain blanc va me faire doubler mon index glycémique et va faire que je vais augmenter ma glycémie, donc ma protéine glyquée. Autre chose, si on prend les fruits, alors ça, c'est vraiment un message que je donne toujours à mes patients et c'est important, les fruits, ça se mange, ça ne se boit jamais. Quand vous prenez un jus d'orange, et on nous a toujours inculqué ça dès notre enfance, prenez un jus d'orange aux enfants. C'est une catastrophe de donner un jus d'orange aux enfants.
D'abord, le jus d'orange naturel, je parle. C'est combien d'oranges dans essorées? Minimum 3. Minimum. Donc, dans chaque orange, il y a combien de grammes de sucre? 20 grammes. Ce qui fait que au petit déjeuner, imaginez, on envoie nos enfants avec 60 grammes de sucre rapide, parce que c'est du sucre où il n'y a pas aucun élément qui va diminuer l'absorption, pas de fibres. J'ai enlevé mes fibres. Et donc, si j'ai enlevé mes fibres, je prends que de l'eau et du sucre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais sécréter? Un pic d'insuline. Qu'est-ce que ça fait l'insuline? Ça va baisser ma glycémie. Et je vais faire une hypoglycémie fonctionnelle. Et donc, nos enfants ne sont pas concentrés la matinée. Et je dis ça pour les enfants, mais c'est pareil pour les adultes. Toutes les hypoglycémies ou les malaises hypoglycémie fonctionnelles, c'est lié au sucre rapide au petit déjeuner. Donc, au petit déjeuner, il ne faut pas prendre sucre rapide. Donc, seule confiture, smar le matin, les jus de fruits, c'est pas bon. Il faut au contraire aller sur de l'index glycémique bas le matin, c'est-à-dire aller vers du pain céréalier ou des protéines. Donc, des œufs le matin, c'est magnifique, c'est parfait. Du pain complet à la limite, mais bien sûr à limiter. Parce que insaturé, exactement, notamment l'huile d'olive. Voilà. Pardon? Ah ouais, mais c'est des fibres. Vous savez, dans une date, il y a combien de glucides? Il y a un peu de fibres, bien sûr, parce que c'est des dattes. C'est un fruit, mais c'est un fruit sec. Donc, il est asséché, il est déshydraté. Quand vous déshydratez, c'est la même chose. Vous augmentez votre index glycémique. Donc, la date a un index glycémique de 85, comme la pastèque. Alors que si vous voulez prendre une date, il faut la prendre autour d'un repas, associé, du coup, pour diminuer l'absorption. Et si je prends une date, c'est une date. Et c'est pas 3, 5, 7. Ah oui. Ben oui, parce que et donc du coup c'est 3, 5, 7. Et j'ai rien pris. Les patients viennent me voir, j'ai rien pris au petit déjeuner. Ou tmar, alors c'est pas tous les jours. Moi, je me rappelle, avant de partir en France à faire mes études, tmar, il avait des saisons. C'était Ramadan, c'était des occasions. Là aujourd'hui, tmar, c'est tout le temps. Qu'est-ce que je fais? Je fais un pic d'insuline, hypoglycémie fonctionnelle, et donc qu'est-ce qui se passe? Sarfa. Si je fais sarfa, je dois aller manger du sucre. Et c'est le cercle vicieux. Et c'est ça. Et ça, c'est l'index d'insulinorésistance qui augmente. Et c'est comme ça que j'alimente mon insuline. Grossir, bien sûr. L'insuline, c'est grossir. Et puis, j'épuise mon stock d'insuline. Vous savez, j'ai un stock de cellules bêta. Si je lui donne toujours 1 million... Donc, c'est important. Donc, les dates, pas le matin. Sincèrement, pas le matin. Peut-être avec un repas. Genre, par exemple, voilà, un dessert. Tout à fait. Ça peut être une date. Pas le soir. Jamais. Midi. Voilà, midi. Et le matin, vous savez que l'index glycémique du matin est très augmenté parce que j'ai mon cortisol. C'est-à-dire, je prends le même repas que vous allez prendre le matin et le midi, vous allez voir que votre index glycémique va être plus élevé le matin. Si je vous fais une glycémie après votre petit déjeuner, vous allez être étonné. Alors qu'après votre déjeuner, elle va être moindre. Alors vous allez manger plus, mais s'il y a plus de légumes, plus de fibres, plus de protéines. Alors que le matin, c'est souvent quoi? Pain, confiture, pain, miel. Parfois, c'est carrément les viennoiseries. Donc ça, c'est très index glycémique élevé. Vous avez vu? Donc c'est vraiment important de changer notre alimentation, donc des macronutriments, ok, et bien sûr, les micronutriments dont on va parler, qui sont les antioxydants. Pardon? 5 minutes. Il reste 5 minutes, d'accord. Alors, il y a la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, la vitamine C, donc thiamine, riboflavine. Ça, c'est vraiment les valeurs nutritionnelles de référence. De toute façon, vous aurez ma présentation. Et donc, ça a une action directe sur l'immunité. Donc, vous allez voir que la différenciation et la prolifération va avoir une action sur la vitamine C, E et B. La vitamine D, en l'occurrence, sur l'inhibition de la prolifération cellulaire. La vitamine C, B12, le zinc, le fer et le cuivre. Et donc, est-ce que ça suffit, notre alimentation, pour donner tout ça? Malheureusement, non. Vous le voyez dans les dosages, notamment de la vitamine D, dans le fer. On est tous carencés en fer, parce que notre alimentation n'est pas suffisante, et donc, il faut nous aider. Et pour nous aider, il faut alimenter, donc ça, je passe sur les microbiotes, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout ça. Mais donc, pour éviter d'augmenter notamment nos oligo-éléments, il y a des compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, c'est, par exemple, ici je prends l'exemple du Revital, ça diminue la fatigue, la baisse de forme, le manque de vitalité, et donc ça va permettre la croissance cellulaire,
diminuer la convalescence, améliorer la convalescence et lutter justement par ces antioxydants contre les maladies chroniques. Alors ici, vous avez une étude, et je la trouve intéressante, sur l'impact du Revital ginseng sur la qualité de vie. Alors, ce ginseng, on en a parlé pendant des années et des années, et en fait, c'est vraiment un élément à la mode, mais le ginseng, oui, c'est une plante coréenne hyper intéressante. Tout à fait. Mais le dosage du ginseng dans les compléments alimentaires n'est pas le même. Et donc, pour avoir du bon ginseng et avoir le bon dosage, il y a très peu de compléments. Vraiment. Et donc, du coup, là, si je prends l'exemple du Revital, là, c'était vraiment une étude sur la qualité de vie qui avait été faite chez les patients marocains, avec une étude prospective qui a augmenté l'échelle SF12, donc qui est l'échelle d'activité, en fait, de qualité de vie, avec, regardez, une dimension physique de la qualité de vie, avec une amélioration également de la dimension mentale. Et en fait, ce qui est intéressant sur la conclusion de cette étude, c'est que ça montre que ce complément riche justement en oligo-éléments et en ginseng va être pris comme un complément alimentaire et va avoir une augmentation de l'énergie, mais aussi de l'adaptation au stress. Alors, c'est très simple, ça va s'adapter à l'attente, aux besoins du patient. S'il est plus stressé, plus tendu, ça va le détendre. Et si c'est plus peut-être la fatigue, ça va le revitaliser. Et donc, en fin de compte, ça va équilibrer et donner le besoin et s'adapter aux besoins du patient. Et donc, la composition, je passe parce que vous connaissez, c'est la vitamine A, D, E et acide folique et vitamine C, mais aussi le complexe vitaminique B. Et donc, du coup, ça va permettre également, avec l'association donc des oligo-éléments et des minéraux, le zinc, le fer, le magnésium, l'iode, le manganèse, le cuivre, le calcium, le phosphore et le potassium, à avoir une action vraiment. Et donc, ce ginseng, qui est une plante tonifiante et stimulante par excellence, et qui est dosée de manière très intéressante dans le Revital. Donc, vous voyez un petit peu l'action avec vraiment tous ces éléments, les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines complexes C et B, et puis ce immunostimulant. Et d'ailleurs, vous voyez un petit peu la composition. Et regardez le ginseng, il est à 42,5 mg. Et si vous voyez par rapport aux autres complexes, vous allez voir que le dosage est beaucoup plus intéressant. Alors, le magnésium, alors c'est du magnésium marin. Oui, c'est du magnésium marin. Et il est à dose de 3 mg. Ce n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'il faut l'associer parfois, mais toujours dans des cures. Parce que même le Revital, c'est ce que je fais moi, tout à fait. Moi, je fais 2 mois de magnésium, généralement, et on arrête. Parce que le magnésium à prendre et reprendre, tout à fait. Et puis faire des cures, la vitamine C, par exemple, le zinc, plus l'hiver, par exemple. Oui, mais alors la vitamine C liposomale. Oui, la vitamine C, par exemple, sous forme d'acéro. Voilà, l'acéro, là, exactement. Pas en effervescent, parce que c'est plus d'acidité gastrique. Et puis, il y a l'absorption. Et donc, en fait, c'est un bon complément à associer. Alors, si je prends, par exemple, ici, des cas cliniques, une jeune de 17 ans, étudiante en terminale qui prépare ses examens scolaires, elle prépare les concours, elle est trop stressée, elle sent une fatigue, mange peu, débordée, ça peut être une bonne indication. Là, 52 ans, diabétique, fatiguée, asthénique, on a vraiment la fatigue et l'asthénie, je pense que c'est le symptôme de tous les patients. Et donc, c'est vrai que leur donner des revitalisants, ça peut les aider. Là, Selim est à 32 ans, il est expert comptable, il est asthénique, il a un syndrome d'épuisement professionnel. Ça peut être aussi une indication. Rita a 27 ans, des menstruations anormalement abondantes, des sauts d'humeur, de l'asthénie physique. Là, ici, Sarah en convalescence d'un cancer. Et donc, du coup, épuisement, elle est exténuée, manque d'appétit sous chimiothérapie. Là, elle est post-opératoire. Donc, vous voyez, en fait, c'est des indications de convalescence, mais aussi en complément des médicaments usuels de maladies chroniques, métaboliques, mais aussi, donc tout cela par cure. C'est-à-dire qu'on ne va pas le donner c'est pas toute l'année, mais si on donne 2 mois par an, c'est bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour les questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, moi, je voudrais juste poser 2 questions avant de vous donner la parole. Ma première question, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la prise de la vitamine D3 avec le magnésium et la vitamine D3? Bon, maintenant, on voit beaucoup de prescriptions qui sont par cure d'une semaine, voire de 2 semaines, ça dépend si c'est 25 000 ou 100 000 unités. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut la prendre sous forme de cette cure ou alors la journalière? Parce que
Voilà. Et puis, personnellement, je reçois la prescription de vitamine D3. Je recommande toujours d'ajouter le magnésium parce que sans magnésium, elle ne sera pas bien assimilée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est ma première question. Allez-y donc, voilà, vous pouvez répondre en attendant. Alors, pour la vitamine D, vous savez qu'on est tous carencés et que on pensait, alors moi qui faisais toutes mes études à Lille, on n'avait pas de soleil, je pensais qu'au Maroc, en rentrant, j'allais avoir moins de patients carencés. Mais en fait, non, parce que vous savez que pour l'absorption de la vitamine D, il faut que plus que 75% de notre surface corporelle soit exposée au soleil. 75%. Donc, autant dire qu'il faut sortir nu. C'est pas possible. Donc, alors du coup, forcément, on est moins exposé, même avec l'ensoleillement qu'on a, on est moins exposé. Et donc, l'absorption de vitamine D se fait mal, en effet. Et donc, on est carencé. Il faut supplémenter. Alors, la vitamine D, on peut en parler en long et en large. Alors, on peut faire des conférences et des conférences sur la vitamine D. Mais ce qui a été sûr, c'est qu'elle est impliquée dans tous les... L'immunité en premier aussi. L'immunité, les maladies métaboliques, la concentration, les maladies cancéreuses, les cardiovasculaires, le stress, la stimulation de la maladie auto-immune. Donc la vitamine D, on doit vraiment on doit répondre à la carence, supplémenter. Hein? Comment? Exactement, c'est un précurseur. Tout à fait, c'est une vitamino-hormone, tout à fait. Et en fait, il faut qu'on ait des stocks. Alors le problème de la forme journalière, c'est qu'elle n'est pas suffisante en cas de carence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on ait un stock. Par jour. Alors, il faut qu'on ait un stock, déjà. Donc, moi, je pense, et ce qui a été vraiment le plus adapté, c'est donner d'abord des doses importantes pour avoir un stock. Moi, je donne 100 000 tous les 15 jours pendant 2 mois. Et une fois qu'on a notre stock, là, allez, soit... À 2000 unités? 2000 unités. 2000 unités journalières. Donc, soit, 10 gouttes par jour. c'est 10 gouttes par jour, tout à fait. Soit, aller sur une ampoule par mois pendant 6 mois par an. Alors, le 6 mois par an, c'est... Alors, parce que vous savez que la journalière, le problème, c'est l'observance. Oui, exactement. J'ai beaucoup de patients qui viennent et me disent « Oui, j'ai ça, mais je ne le prends pas. » Parce que franchement, c'est pas facile. Je vois notre rituel tous les jours, le matin, on est tous on doit se traiter, on doit revenir, prendre la DAF et partir, donc c'est difficile. Dites-moi. Oui. Ah non, D2, D3. Alors, exactement. Alors, ce qu'on donne, c'est la D3, c'est la 25OH D3, qui va être hydroxylée au niveau rénal et hépatique. D'accord? La D2, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans l'alimentation. D'accord? Mais la D1, elle n'est pas intéressante en fait. Mais c'est la D2, D3. Mais la D3 en médicament. D'accord? Mais vraiment, les formes journalières, le problème d'Yaloum, c'est vraiment l'observance. Donc, si vous avez des patients, moi, je préfère prendre 6 mois par an, avoir un stock, et sincèrement, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, le magnésium, voilà. C'est intéressant le magnésium, parce qu'effectivement, pardon? Une ampoule de 100 000 tous les mois, 6 mois par an. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc, il faut toujours supplémenter à partir d'octobre jusqu'à avril. Voilà, parce que c'est là où il y a le moins d'ensoleillement. Il y a moins d'UV. Tout à fait, tout à fait. Et l'association magnésium, je suis d'accord. L'association magnésium, je suis d'accord aussi. Voilà. Parce qu'effectivement, l'assimilation de la vitamine D se fait grâce à des passages au niveau cellulaire qui sont plus facilités par le magnésium. Ouais. Et le magnésium organique? Oui, toujours. Alors, pardon? Non, pas forcément. Non, non. Non, de toute façon, il y a des compléments alimentaires où il y a le K2, c'est oui. que ça participe à l'absorption. Mais on n'est pas obligé de le donner. Mais parce que, pardon, là, il y a beaucoup d'organiques. Oui, il y a beaucoup de noms. C'est sous forme de citrate, de bisglycinate, c'est-à-dire sous forme. Et vous avez beaucoup, au niveau de la pharmacie, du magnésium marin. Oui, marin. Alors, vous avez une question là? Oui, la B6. Alors, tout à fait. C'est une question d'assimilation. Oui. Oui, on a besoin du bon cholestérol. Du bon. Insaturé. Donc, l'huile d'olive, c'est du cholestérol. L'œuf, c'est du cholestérol. L'avocat, c'est du cholestérol. C'est bon. Mais toujours la modération. Parce que l'huile d'olive, c'est très bien. Mais la remise كل صباح شحال كناخذ؟ لا مشكل زيت العود لا مشكل كبير.
Mouchkil kbir, et aujourd'hui les cardiologues sont tous d'accord. Parce que l'insaturé, si vous l'augmentez, ça devient saturé. Donc, zit l'oud, c'est 2 grandes cuillères par jour. Sur 24 heures. Par jour. Wallah, je vous assure. Alors, il faut juste recommander. Ah ouais, attends. Je vous assure. Alors, il faudrait juste recommander aux patients الصباح قول له الزيت تمشي عند الخبز ماشي الخبز يمشي عند الزيت. Ah bah oui, je suis d'accord. Parce que فاش كنغمسوا, on augmente le pain en plus. Allez-y. Exactement. Allez-y. Un surdosage. L'insuffisance rénale, tu veux parler? Moi, je crains au contraire ce qu'on appelle la calcification au niveau des vaisseaux et tout ça. Donc, je privilégie la dose journalière. Vu que même s'il y a Ça a été démontré dans les études, en fait. Ça a été démontré que les doses qu'on donne à 100 000 ou la 25 000 par semaine ou la 100 000 une fois par mois n'ont aucune altération sur le métabolisme de notre organisme, ni sur les calcifications osseuses, ni l'insuffisance rénale, ni rien du tout. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, la seule chose, c'est l'absorption. Et l'absorption dépend de beaucoup d'éléments. Ça dépend du patient, exactement, de l'Helicobacter pylori, de est-ce que je prends des IPP ou pas, etc., etc. C'est plus ça, en fait. Mais sur les complications, on va dire, ou là, les implications chroniques, non, c'est pas un souci. Oui. Ça a été retrouvé justement sur l'assimilation. Dans le corps, oui. Faire rentrer. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Dans l'absorption. C'est intéressant, mais d'ailleurs, dans les complexes vitaminiques, il y a de la vitamine K2. Ah, mais souvent. Mais... Il n'y a pas de déficience en vitamine K2. Voilà, c'est ce que le microbiote est bien. Il n'y a pas de dysbiose. Il y a la fabrication de K2 par le microbiote. Voilà, c'est parce qu'il y a il n'y a pas de problème. C'est comme des gens vous disent, je prends la vitamine B12. La vitamine B12, généralement, on a nos stocks pour la vitamine B12. Mais si on a une anémie de Birmer, ben on va avoir un... oui. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des oligo-éléments qui sont, oui, intéressants quand vous voyez que c'est important dans les assimilations, dans les interactions enzymatiques, mais normalement, on a nos stocks. Si vous mangez correctement, les macronutriments, vous allez avoir vos stocks. Ben justement, bah oui, mais clairement, les macronutriments, il y a des choses, par exemple le fer. Je vais vous donner un exemple très facile, entre B12 et fer. Le fer, même si vous mangez correctement, vous allez être carencé. Pourquoi? Parce que les femmes ont des menstruations qui font qu'elles vont perdre beaucoup de fer. Et donc, forcément, la dépense va être plus importante que l'apport. La vitamine B12, si vous mangez juste 100 grammes de viande par semaine, vous allez avoir votre stock de B12. Vous voyez la différence? Ben, la K2, c'est pareil. Si vous mangez 100 grammes de poisson par semaine, vous allez avoir votre stock de K2. Parce que le stock est là. C'est pas comme les vitamines hydrosolubles. Tout à fait, c'est liposoluble. Donc, le stock est là. Les vitamines, les ADEC, les vitamines A, D, E et K. Quand on prend déjà une bonne quantité, le stockage est là. Et voilà, exactement. Corps, il va être libéré. Exactement. Et c'est du cas par cas. Après, on peut faire des dosages. Et quand on s'amuse à faire beaucoup de dosages, vous allez voir qu'il y a peu de déficit en vitamine K. Très peu. Très, très peu. Par contre, beaucoup en D, beaucoup en fer, beaucoup en zinc, beaucoup en sélénium. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a des oligo-éléments qu'il faut privilégier dans nos vitamines et nos complexes vitaminiques. Parce que sincèrement, le problème de ces compléments alimentaires ou de ces c'est que vous imaginez bien que ça commence à être tout et son contraire. Parce que vous voyez des patients qui viennent vous voir avec une multitude de boîtes et c'est beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, on a eu par exemple on va parler de l'iode, par exemple, et tous les compléments qui sont très riches en iode vont faire des thyroïdites. Tout à fait. Donc, c'est pas que du bénéfice. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut avoir en limitation. Et c'est pareil par rapport à d'autres vitamines, si on prend en excès. Il y a des gens qui ont pris de la vitamine B12 en excès, et ils se retrouvaient avec des surdosages de B12 et donc des effets secondaires. Exactement. Tout à fait. C'est vrai, c'est un point qui est important, il faut vérifier. Parce qu'il y a des voilà, c'est pour ça qu'il faut... qui achètent ça et ça et ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui, même sur Internet, sur les compléments, etc. Beaucoup de compléments alimentaires. Il ne faut pas dépasser les doses journalières. Moi, quand je reçois un patient et que je détecte certaines carences,
c'est pas évident de conseiller tel et tel complément alimentaire. Un. Deux, si vous voulez, l'affluence de tri sur Internet, par exemple, moi je reçois des patients qui ont acheté déjà des médicaments qui viennent de, Ouais. je sais pas, des États-Unis. Ouais, c'est ça. Et donc on est confronté dans le conseil à cette. Eh ben, il faut bien conseiller le complément alimentaire. Maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose de très important. C'est hyper Je ne sais important. pas, on reçoit pratiquement 30 à 40% des ordonnances où il y a Avec beaucoup de moitié vitamines. de compléments non, la moitié de compléments alimentaires, c'est pas des fois Je suis la d'accord. totalité. Parce que vous savez pourquoi? Et Parce que non. nous, pardon, parce que nous, en tant que praticiens, quand on ne prescrit rien, on est, c'est-à-dire parfois, un patient vient me voir où je ne dois rien prescrire. Ouais, quand le patient s'il sort de chez nous sans rien. Ah, ça donc, il me dit, en sortant, moi je fais pas beaucoup, Zema, tout ça, mais vraiment, en sortant, il me dit, ouais, avec une riche vitamine. Ouais, vous n'avez pas besoin, voilà, c'est ça. Mais on est trop dans cette riche vitamine. Alors, je voulais juste rajouter un élément. Le ginseng, vous pouvez aussi le donner à des personnes qui ont des problèmes de sommeil. Ouais, c'est vrai. Mais rajouter du magnésium organique avec. Voilà. Alors pour le ginseng, pour les personnes hypertendues, insuffisance rénale. Alors, insuffisance rénale, contre-indication. Voilà. Pour le magnésium. Alors, l'hypertension. Alors, le magnésium, non, il n'y a pas de souci. Là, c'est le ginseng, le ginseng. Ouais, 40 mg. C'est pas indiqué dans l'hypertension artérielle et dans l'insuffisance rénale. Oui, c'est vrai, c'est un point important. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non. Pour justement le ginseng n'est pas recommandé pour les personnes qui ont une hypertension, ni pour l'insuffisance rénale. C'est un point qui est important qu'il faut savoir. Oui, bien sûr. C'est pour tous les compléments alimentaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Ouais, c'est tout. Ouais. Et puis parce qu'elle a déjà des compléments alimentaires qui sont déjà périconceptionnels et prescrits, donc vaut mieux la laisser avec le gynéco. Par exemple, la vitamine C, on la recommande, mais la vitamine C qui n'est pas effervescente. Parce que quand elle est effervescente, c'est de l'acide ascorbique avec un truc basique, donc acide avec basique, tout est parti. Par contre, préconiser de la vitamine C avec les polyphénols, c'est l'acérola. Mais elle existe ici dans la composition, oui. Il y a de la vitamine C. Vous avez d'autres questions avant de terminer? Merci beaucoup. Merci à vous et à la prochaine. Oui, allez-y. La vitamine D3, vous parlez. Oui, on l'a actuellement, elle existe en gélule. Elle existe en gélule. En gouttes. Et moi, je recommande souvent, mais des personnes qui ont déjà un stockage. Voilà, c'est ça. Quand ils font un stock et qu'ils ont au-delà de 30, je Tout à fait. 10 gouttes par jour, parce que chaque goutte, c'est 10 millilitres, donc ça vous fait 2000 unités par jour. Et le matin, avec un peu de pain et non pas dans de l'eau. Merci, à la prochaine.